Boruto fait trembler la planète Terre dans tout Blue Vortex. Il a atteint un niveau colossal. Il a créé le Rasengan le plus puissant de tous les temps. Il a humilié Code une nouvelle fois. Un ennemi qui, je rappelle, est du calibre de Jigen, qui avait donné une Hagala monumentale à Naruto et Sasuke en 2 contre 1. Boruto n'est plus le même homme. Il a été entraîné par le grand Sasuke Uchiwa, anciennement Hokage de l'Ambre et seul rival du 7ème Hokage. Kawaki et Imawari revoient enfin Boruto après 3 ans. Kawaki lui dit qu'il a l'air d'avoir été adopté par les Uchiwa. Mais à la fin du chapitre, on découvre que Sasuke n'est pas le seul allié de Boruto. Un allié surpuissant rejoint le camp de notre héros rejeté par les siens. Cet homme avait une puissante destinée. Il portait en lui l'étoile du changement. Vous l'avez compris, il s'agit du seul et unique Kashin Koji, le clone d'un des 3 Sannin légendaires Jiraiya Sensei. Mais quel sera son rôle dans la suite de l'histoire? Boruto a-t-il débloqué le mot d'ermite? Quelle est la puissance du Rasengan Uzuiko? Et enfin, que cache Boruto derrière son attitude mystérieuse? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, c'est vrai, ça fait 1 mois sans vidéo. Mais je vous avais prévenu, je suis en mission développeur freelance. Donc c'est très chaud de gérer les deux. Mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo marque le grand retour de Abdou-kun alias le grand Oin Kyoma. Et c'est promis, je vais essayer de faire de mon mieux pour rester le plus actif possible. Bref, on n'oublie pas la tradition. Éclatez ce foutu bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 ninjas de l'ancienne génération. Bonne chance à tous et bon visionnage. Boruto humilie Code avec le Rasengan Uzuiko qui fait trembler la terre. Te tuer est facile. D'ailleurs, c'est déjà fait à moitié. Boruto active le Rasengan Uzuiko. Code n'avait jamais vu cette attaque auparavant et conclut qu'il ne s'agit ni du Rasengan classique, ni du Rasengan qui disparaît. Il décide alors intelligemment de se téléporter derrière Boruto afin de l'attaquer par surprise. Mais Boruto réagit instantanément, ce qui montre la vitesse hors du commun qu'il a atteint. Boruto tente de toucher Code avec sa technique, mais ce dernier réussit à attraper sa main pour l'en empêcher. Par contre, là les amis, soyez très attentifs. Tandis que Code pense avoir contré l'attaque de Boruto, ce dernier lui répète une nouvelle fois qu'il serait facile pour lui de le tuer. Et d'ailleurs, c'est déjà fait à moitié. Et c'est là qu'on assiste à une démonstration de puissance monumentale de la part de Boruto. Il a suffi que Code le touche pour que le Uzuiko se déclenche. Code va voir l'Uzuiko qui pivote autour de lui. Il ne comprend absolument rien de ce qui lui arrive. Et Boruto lance une nouvelle punchline. Conduis-moi auprès de Jubi. Si t'en es incapable, meurs ici même. Code enragé va essayer d'attaquer Boruto, mais il ne réussit pas à l'atteindre. Toute attaque est inutile. Mais avant même de comprendre ce qui lui arrive, Boruto apparaît et lui donne le coup de grâce en lançant le Rasengan Uzuiko. Bon les amis, soyons clairs. Code n'est pas faible. Code est surpuissant. C'est juste Boruto qui est trop fort. C'est Boruto le prédateur. Mais malheureusement pour lui, Code s'en est rendu compte trop tard. Boruto a énormément évolué dans l'art ninja. Et je rappelle qu'il s'agit de Boruto sans Kama. Je vous laisse donc imaginer sa réelle puissance. Bref, avant de vous expliquer le fonctionnement du nouveau Rasengan, j'aimerais revenir sur Code. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long du chapitre, on suit les événements de son point de vue, et non du point de vue de Boruto, alors que c'est lui le protagoniste. Et Code est censé être l'antagoniste. Si on y réfléchit bien, depuis le début de tout Blue Vortex, on nous cache les pensées de Boruto. Comme expliqué la dernière fois, c'est un outil scénaristique utilisé lorsque le personnage principal sait des choses que même nous spectateurs ignorons. Et ça sert à créer un mystère autour du personnage principal, comme à la fin de Code Geass pour nous cacher le réel objectif de Lelouch, ou récemment dans la saison 4 d'SNK, où on avait totalement perdu le point de vue d'Eren, vu qu'il était déjà au courant de tous les mystères de l'œuvre à l'avance. Bref, avoir le point de vue de Code, c'était une bonne idée, parce que je trouve qu'après ce chapitre, on s'attache un peu plus au perso, et je sais qu'il est beaucoup critiqué, mais c'est un personnage que j'aime bien. Déjà, il a un sacré flow, il réfléchit avant d'agir, son idée de se téléporter derrière Boruto n'était pas mauvaise, et après il s'est fait une autocritique lorsqu'il s'est pris le Uzuiko, en disant qu'il a été impertinent de sous-estimer Boruto, et qu'il n'aurait pas dû le prendre de haut. Je rappelle qu'au départ on le présentait comme un simple membre de Kara, mais finalement il devient un des antagonistes principaux, le successeur d'Ishiki, son plus fidèle serviteur, le dernier espoir de l'organisation Kara. Donc je suis convaincu qu'il sera à la hauteur. Les amis, soyons patients. Je vous l'avais déjà dit, mais je vois du Shigaraki en lui, un antagoniste faible au départ qui enchaîne les échecs, mais qui apprend de ses défaites, et continue d'évoluer encore et encore. Bref, respectez la relève d'Ishiki Otsuki. Bon, passons au vif du sujet. Code subit le Rasengan Uzuiko. Et là les amis, on a une conversation entre Eida et Daimon. Et alors qu'Eida n'arrive pas à faire la différence entre le Rasengan classique et ce nouveau Rasengan, Daimon lui nous explique de quoi il s'agit. Boruto fait trembler la planète Terre. Son attaque utilise la rotation de la planète. Et en parallèle, on voit Code perdre totalement l'équilibre. Il n'arrive plus à tenir debout. Et dans sa vision, il voit tout tourner
autour de lui. Alors les amis, on y arrive. Je sais que beaucoup n'ont rien pigé au principe du Rasengan Uzuiko, alors que c'est quand même assez clair. Et je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. Let's go. Dans l'univers de Boruto, on sait qu'une planète a son propre chakra. Et on sait que la planète Terre tourne autour d'elle-même. Ce qu'a fait Boruto est très simple à comprendre. Il a utilisé le chakra de la rotation de la Terre et l'a intégré dans son Rasengan pour ensuite l'utiliser contre Code. Et du coup maintenant cette force, cette rotation traverse le corps de Code sans arrêt. L'équilibre de Code est totalement perturbé. Il est continuellement étourdi et n'arrive pas à tenir debout. Petit exemple pour bien comprendre. Si vous tournez autour de vous-même, comme la planète Terre, on est d'accord qu'au bout d'un moment, vous allez perdre totalement l'équilibre. Vous allez frapper n'importe où. Vous aurez des vertiges et vous aurez du mal à tenir debout. Et bien là, c'est pareil avec Code. C'est comme s'il tournait sur lui-même en permanence. Exactement comme la planète Terre. En fait, Boruto n'utilise pas son propre chakra. Il utilise le chakra de la Terre. Et c'est pour ça qu'il dit que l'effet de l'Uzuiko sera permanent, jusqu'à que la Terre arrête de tourner sur elle-même. Mais évidemment, on sait que la vie de Code sera consumée bien avant. C'est pour ça que l'Uzuiko est mortel. Parce que si vous tournez autour de vous-même pendant des heures, des jours, à la vitesse de la planète Terre, je vous garantis que vous allez mourir très vite. Et encore une fois, c'est pour ça que Boruto dit à Code que sa vie sera consumée. Et là, certains d'entre vous se demandent comment Code va mourir. Alors les amis, c'est très simple. Si je prends mon exemple précédent, si on vous force à tourner autour de vous-même à la vitesse de la planète Terre qui tourne autour d'elle-même, c'est-à-dire plus de 1600 km/h, n'importe quel humain mourra. Aucun être humain ne peut survivre à ça. Bien sûr, Code est plus résistant qu'un être humain. Mais malgré sa résistance, au bout de quelques jours ou même avant, il mourra forcément. Bref, voilà, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Sinon, j'ai vu que beaucoup de personnes trouvent Boruto et l'Uzuiko pas assez impressionnants. Alors les gars, je récapitule. Boruto apparaît et il one-shot Code en une attaque. Et lui dit t'es mort mais tu ne sais pas encore. Obéis-moi ou meurs comme un déchet. Non, je suis désolé, ça mélange badassitude et puissance. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que beaucoup oublient que Code est plus puissant que Jigen. C'est vrai que parfois il a des performances cataclysmiques. Mais n'oubliez pas ce fait. C'est comme si Boruto apparaît d'un coup, il touche Jigen et il le one-shot. Non, là c'est quand même très fort. Et en plus, ça rejoint le souhait de Kishimoto, qui voulait que dans Boruto, les combats ne soient plus basés uniquement sur des explosions à tout va, comme on l'a dans DBZ ou à la fin de Shippuden. Là, c'est l'inverse. Il a voulu exprimer la démesure de puissance par des concepts plus complexes, moins épiques, mais plus redoutables et terrifiants, comme l'omnipotence d'Aida, le virus de Boro, le pouvoir de réflexion de Daimon. Et là, on a l'Uzuiko et la rotation terrestre, à l'instar des pouvoirs dans Jojo. Kishimoto a préféré choisir ce chemin et c'est parfait, parce que les combats deviennent beaucoup plus intéressants. Bref, avant de passer à la suite, je réponds à une question. Comment Daimon peut être au courant du fonctionnement de l'Uzuiko? Eh bien, faut pas oublier qu'Amado avait révélé que Daimon a des gènes de Shibai le dieu Otsuki. Et on a vu qu'il arrive à déceler la puissance émanant d'autrui. Et n'oublions pas que dans le chapitre 60, Daimon révèle qu'il a d'autres capacités. Mais Aida lui ordonne de se taire et de garder ça secret. Ça montre encore une fois que Daimon c'est pas n'importe qui. Il a la puissance mais aussi le savoir. Il sait des choses que même Aida ignore. Bref, Boruto met pression sur Code et lui dit qu'il peut lever les effets de l'Uzuiko, mais à condition qu'il l'emmène vers Jubi. Et s'il ne lui obéit pas, il mourra. Mais alors qu'ils étaient en négociation, les anciens amis et proches de Boruto arrivent pour le combattre. Boruto revoit enfin Kawaki et sa sœur Himawari 3 ans plus tard. Je suis rassuré de voir qu'Himawari va bien. Kawaki apparaît d'un coup et attaque Boruto. Et juste après, Shikadai, Inojin, Chocho et Himawari arrivent. Et là, on a enfin une réaction émotionnelle de la part de Boruto, lorsqu'il revoit enfin sa sœur. Pour le moment, il faisait tout pour rester froid, impassible, distant. Mais même les plus fortes personnes ont leurs faiblesses. Et pour Boruto, il s'agit de Sarada et surtout d'Himawari. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour ne pas croiser le regard de Sarada, afin de ne pas craquer et rester focalisé sur sa mission. Et on connaît la relation très proche qu'avait Boruto avec Himawari. Et le plus triste, c'est qu'Himawari l'appelle pour la première fois Boruto et non grand frère. En effet, jusqu'à présent, elle avait toujours appelé grand frère. Ce qui montre encore une fois qu'elle a bel et bien été affectée par le pouvoir d'Aida, étant donné que pour elle, Boruto est Kawaki. Bref, Boruto ne laisse pas ses sentiments prendre le dessus et ignore totalement Himawari. On est en pleine négociation. Ne nous gênez pas. Boruto leur demande de s'en aller. Mais pendant ce temps, Code tente de s'échapper. Kawaki utilise alors son Sukuna Ikona pour rétrécir ses griffes et réussit ainsi à l'en empêcher. Il fait un rapport de la situation à Shikamaru. Et ce qui est intéressant, c'est que Kawaki dit qu'il pense pouvoir achever Code. Alors les amis, je pense de plus en plus que Kawaki est moins fort que Boruto. À l'instar de Naruto qui était moins fort que Sasuke au début de Shippuden. Parce que quoi qu'on dise, Boruto a one-shot
pote Code. Il n'a rien pu faire contre lui. Il a prouvé qu'il y a une dimension d'écart entre eux. Mais est-ce que Kawaki aurait été capable de réaliser un tel exploit? Perso, j'en doute. Bref, Shikamaru ordonne à Kawaki de tuer Code. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit la différence entre Naruto et Shikamaru en tant qu'Hokage. Shikamaru n'a aucune pitié et pense à Konoha en priorité. Il n'hésite pas une seconde à donner un ordre d'exécution sur le champ. Et je vous rappelle qu'il avait mis une peine de mort sur Boruto. Mais malgré ça, Code réussit à s'enfuir en sacrifiant un mini Jubi. Même après les avertissements de Boruto, Code continue de les utiliser comme des outils. Alors qu'on voit que c'est une espèce qui commence à évoluer. Elle apprend à parler et développe leur propre conscience. C'est pour ça que pour Boruto, la réelle menace actuelle n'est ni Code ni Kawaki, mais bien Jubi, le démon a dit que. Et il faudra attendre les prochains chapitres pour en savoir plus. Bon, on a enfin les retrouvailles entre Kawaki et Boruto. On apprend qu'ils ne se sont pas vus depuis 3 ans. Et les amis, retenez bien cette information. Parce que beaucoup disent encore que Kawaki a sûrement rencontré Boruto durant ces 3 années. C'est-à-dire durant l'ellipse. Mais ce n'est pas le cas. Ensuite, Kawaki ordonne à Imawari et la team Inochikacho de partir. Et il dit qu'il compte s'occuper de Boruto à lui tout seul. Si tu es venu à Konoha, je suppose que tu es prêt à mourir, Boruto. Et là, Boruto répond que ça serait pas mal de mourir à Konoha. Et rappelez-vous de cette phrase aussi, car ça sera peut-être la fin et la mort de Boruto, qui aura lieu dans son village natal à la fin de l'œuvre. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que Kawaki est étonné de voir le nouveau style de Boruto, et lui demande est-ce qu'il n'a pas été adopté par les Uchiwa, vu qu'il ressemble de plus en plus à Sasuke. Et les amis, il n'a pas tort. Boruto c'est vraiment devenu le fanboy de Sasuke. Que ce soit sa cape, son épée et même son attitude. Par contre, il faut noter que Kawaki n'a aucun scrupule de lui parler de cette manière, alors que c'est lui qui lui a volé son identité. Et il n'a absolument rien fait pour arranger ça. Au contraire, il a profité de la situation pour faire en sorte que tout le monde haïsse et rejette Boruto. Mais ce dernier lui répond qu'il est ravi de voir qu'Imawari va bien. Alors, encore une fois, ça a fait débat. Plusieurs personnes se disent pourquoi Boruto n'a pas la rage contre Kawaki, et pourquoi il n'a pas cette envie de vengeance. Et voilà, certains disent que c'est incohérent et tout. Bon, encore une fois, la réponse est simple. Si vous vous rappelez dans le chapitre 80, le dernier chapitre avant l'ellipse, parmi les dernières scènes, on voit que Boruto, même après avoir perdu son identité, ses parents, son œil à cause de Kawaki, il n'a montré aucun signe de haine. Bien au contraire, il dit que maintenant qu'il n'a rien, il arrive enfin à comprendre ce que ressentait Kawaki avant de rencontrer Naruto. Et du coup, il comprend ses choix et son envie de protéger la vie de Naruto, quitte à faire des choses horribles. Écoutez ce qu'il dit à propos de Kawaki. Il a son propre sens de la justice, même au risque de se faire détester par son père qu'il veut protéger. Il a vraiment essayé de résoudre le problème de Momoshiki. Après ça, Boruto a décidé de devenir plus fort, afin de trouver une autre solution, pour que Kawaki n'ait pas à endosser le mauvais rôle encore une fois. Il veut empêcher Kawaki de commettre un fratricide, en tuant son propre frère. Donc en effet, si vous avez bien suivi et compris l'histoire, il est tout à fait normal que Boruto agisse ainsi lorsqu'il revoit Kawaki. D'ailleurs, la phrase sur Imawari est très pertinente, parce que ça montre que Boruto fait confiance à Kawaki, et sait qu'il fera tout pour la protéger, et pour protéger Konoha en son absence. Et Kawaki le fait parce qu'il aime Naruto, et avec le temps, il a aimé ceux qui étaient chers pour Naruto, que ce soit Imawari ou le village de Konoha où il a instauré la paix. Bref, alors que Code est de retour dans sa dimension, on a le grand retour d'un personnage iconique de l'œuvre que vous attendiez tous. Le retour de Kashin Koji, le clone de Jiraiya et le modern mythe de Boruto. Infiltration réussie Boruto. Code est retourné à sa base. On voit Code dans la dimension de Jubi, avec le pauvre Bug qui coinçait dans un arbre. Les amis, je pense qu'on peut dire qu'il bug. Bon, il a sûrement été dévoré par le mini Jubi. Par contre, il est toujours vivant. Et c'est ce qu'a confirmé Sarada. Parce que le ninja qui s'est fait dévorer par le mini Jubi dans le chapitre 2 n'est pas mort. En fait, à l'instar des titans de Rasengan, il bouffe n'importe quel humain à la recherche d'un Otsuki afin de devenir un arbre divin. Comme un titan qui veut devenir un titan primordial. En fait, s'il bouffe un humain normal, il se transforme en arbre, un Shinju raté. Mais s'il bouffe un Otsuki, comme Kawaki ou Boruto, il se transforme en arbre divin afin de faire pousser un fruit de chakra. Bref, on voit qu'il y a un crapaud sur la jambe de Code et un autre qui parle à Boruto. Et les amis, c'est là qu'on comprend pourquoi Boruto n'a pas achevé Code. Il l'a dupé depuis le départ. Code est tombé dans son piège. En effet, Boruto voulait forcer Code à retourner dans sa dimension, là où il y a Jubi, afin de pouvoir l'atteindre. Et bien sûr, vous l'avez compris, ce sont les crapauds du grand Kashin Koji, le clone du légendaire Jiraiya Sensei. Parce que ces crapauds ont un contrat avec Koji, donc c'est forcément lui le nouvel allié de Boruto. Donc on peut conclure que Boruto s'est fait entraîner comme prévu par Kashin Koji. Et il y a un parallèle très intéressant à faire. C'est dans le chapitre 47. Ishiki dit ceci: les hommes ont une destinée. Cet homme avait une puissante destinée. Il portait en lui l'étoile du changement. Et Amado voulait s'accrocher
cherchait à la forte destinée de Jiraiya, afin d'apporter un changement en créant Kashin Koji. Et Ishiki disait que sa destinée était écrite, et qu'il allait mourir ici en se sacrifiant, comme l'a fait Jiraiya par le passé, qui s'est sacrifié pour permettre à Naruto de battre Pain. Et Amado avait prévu que Koji se sacrifie pour battre Jigen, et forcer Ishiki à ressusciter, et ainsi permettre à Naruto de le vaincre, exactement comme l'a fait Jiraiya avec Pain. Mais tout comme Boruto, dont la destinée est censée être écrite d'après Momoshiki, qui lui a dit qu'il allait sombrer dans un grand désespoir. Mais Boruto n'a pas accepté cette destinée, et se bat pour empêcher que ça arrive. Et Kashin Koji a fait la même chose. Tandis que Jiraiya est mort contre Pain, Kashin Koji lui a choisi de survivre, et s'est enfui après sa défaite contre Ishiki. Et les amis, il y a un autre parallèle à faire entre Jiraiya et Kashin Koji. C'est que le destin et le rôle de Jiraiya, c'était de trouver et entraîner l'enfant de la prophétie. Et il s'avère qu'il s'agissait de Naruto, qui a apporté la paix sur Terre. Et en soi, Boruto a aussi des prophéties autour de lui. Toneri a révélé que Boruto sera l'étoile de l'espoir, face à la destruction qui surviendra. Et donc cette fois-ci, à l'instar de Jiraiya avec Naruto, Kashin Koji a formé Boruto pour qu'il sauve le monde dans le futur. Bref, on sait que Kashin Koji peut voir à travers ses crapauds, comme il a fait lors de l'infiltration de Jigen à Konoha, ou lors de son combat contre Naruto et Sasuke. Et là, grâce au crapaud qui s'est infiltré dans la dimension de Code, ils ont pu apercevoir Jubi. Et on remarque qu'il a fait un régime entre temps. Code a épuisé beaucoup de son chakra pour créer son armée. Le chapitre se termine avec Boruto qui s'apprête à agir, et il fait un signe avec sa main. Mais que prévoit de faire Boruto? Là, on va parler du fameux mode ermite. Kashin Koji a forcément entraîné Boruto, et ça signifie qu'il a sûrement débloqué ce mode. Et les amis, encore une fois, on est devant un foreshadowing de génie de la part de Kishimoto. J'abuse un peu, mais c'est quand même du lourd. Il y a plusieurs années dans l'ending 12, on aperçoit Boruto avec ceux qui paraît être le mode ermite, qui laissait déjà présager que Boruto allait éveiller ce mode. Il s'est probablement entraîné au Momyoboku, au vu des paysages qu'on aperçoit tout au long de l'ending. Et même à la fin de l'ending, on voit un crapaud qui ressemble beaucoup plus au crapaud de Kashin Koji, qui apparaissent justement dans ce chapitre. Donc peut-être que ça voulait dire que Kashin Koji allait être un allié depuis le départ. Non les amis, c'est fort de la part de Kishimoto, qui nous montre qu'en termes de foreshadowing, s'il veut, il peut. Et c'est loin d'être le seul. C'est comme avec Garaga et la cicatrice de Boruto. Il y avait un foreshadowing caché, parce que Garaga subit sa cicatrice à cause d'une trahison. Et c'est ce qu'on a eu avec Boruto, qui a perdu son œil suite à la trahison de Kawaki. Et ce n'est pas fini. Dans la version 2 de l'opening 8 de Boruto, on voit au début qu'il combat Kashin Koji. On peut donc interpréter ça comme un indice, comme quoi ils se sont vus durant ces 3 ans. Mais ils se sont d'abord affrontés. Mais ensuite, Koji est devenu un allié. Et enfin, il a entraîné Boruto. Bref, Code va tenter le tout pour le tout. Il va lancer sa dernière opération. C'est la victoire ou la mort. Il commence vraiment à être acculé. Pendant ces 3 ans, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup évolué. Alors qu'à côté, t'as Boruto qui est devenu l'être le plus puissant sur Terre. Mais je trouve la situation très intéressante. Et c'est assez rare de voir un antagoniste dans cette situation, qui est mis en difficulté aussi vite. Mais perso, je fais confiance à Code pour nous balancer au moins 1 ou 2 moments masterclass. En tout cas, c'est avec Kashin Koji que le premier prime du manga Boruto a commencé. Et là, il est de retour pour le deuxième prime. Ça va être historique. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker cette vidéo et commenter pour plus de contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Perso, ça va être difficile avec ma mission dev freelance, mais je vais essayer d'être plus actif. Donc je compte sur votre soutien. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Psy Concur.